Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci Françoise de m'avoir proposé de donner ce séminaire. Donc effectivement, je travaille à l'Institut d'astrophysique de Paris et une grande partie de mes travaux de recherche portent sur la modélisation physique de ces phénomènes très extrêmes dont vous avez entendu parler ces 2 dernières semaines, les sursauts gamma. Et la recherche scientifique, c'est une aventure intellectuelle passionnante, c'est beaucoup d'efforts et c'est aussi parfois de la chance. Et j'ai été un jeune chercheur chanceux parce que j'ai commencé ma thèse en 1996, donc si vous avez bien suivi les différents exposés, en 1996, on ne savait encore très peu de choses sur l'origine des sursauts gamma, et en particulier, on n'avait encore jamais détecté d'afterglow, on n'avait jamais mesuré de distance directement avec le redshift. Donc on savait vraiment très peu de choses. Il y avait énormément de modèles qui cohabitaient, qui plaçaient les sursauts gamma à des distances très différentes. Certains modèles étaient plutôt galactiques, d'autres extragalactiques. Et donc en 1996, j'ai commencé une thèse sur les sursauts gamma où, sur les conseils de mon directeur de thèse, Robert Moszkowicz, j'ai travaillé sur un modèle justement qui était considéré à l'époque comme très extrême, où les sursauts gamma avaient lieu dans des galaxies lointaines à distance cosmologique. Et un peu moins d'un an après le début de ma thèse, j'y suis vraiment pour rien, eh bien on a découvert le premier afterglow d'un sursaut gamma, le sursaut gamma 970228, 28 février 1997. Et du jour au lendemain, grâce en particulier aux mesures de redshift, on a su, ça y est, c'était prouvé directement que les sursauts gamma étaient extragalactiques. Et c'était bien sûr passionnant que de pouvoir, dans ce cas-là, commencer à contribuer à ce qui est devenu le scénario standard qui vous a été exposé et sur lequel je vais en partie revenir aujourd'hui. Donc voilà, et alors de ce point de vue-là, on peut dire que c'est un sujet qui a beaucoup de chance parce que l'événement de 2017 dont il a été question, le premier événement multimessager, ondes gravitationnelles et lumière associé à un sursaut court, est une sorte de deuxième révolution peut-être encore plus importante que celle des rémanences en 1998. Et donc on a vraiment l'impression d'être à un moment pour ce domaine-là où les choses vraiment se passent et où c'est passionnant de contribuer à ça. Alors je vais essayer d'aborder un certain nombre de sujets sous l'angle du théoricien, en essayant d'expliquer quel type de questions on se pose face à ce type de phénomène et avec les informations dont on dispose. Alors c'est difficile de parler de tout, donc j'ai fait un peu une sélection. Je vais essayer de revenir sur les grandes étapes de la construction du scénario théorique qui vous a été exposé, revenir sur une question qui est très importante, qui est de savoir jusqu'à quel point les sursauts gamma sont relativistes. Et puis, j'aborderai certains aspects des grandes phases du scénario. Donc, selon moi, la phase qui est la mieux comprise aujourd'hui, c'est la phase de la rémanence, de l'afterglow. Donc, je commencerai par vous montrer des résultats récents sur cette phase-là. Ensuite, je dirai plus brièvement quelques mots sur la phase de l'émission du sursaut gamma proprement dit, mais qui, en fait, reste assez mal comprise. Et puis, je terminerai en revenant au point de départ sur les progéniteurs. Et je passerai sans doute un peu plus de temps sur les sursauts courts et en particulier sur la révolution de l'événement du 17 août 2017. Alors, vous vous souvenez du mode de raisonnement. De manière générale, l'étude des sursauts gamma, ce qui est délicat, c'est que, bien sûr, ce sont des sources extrêmement lointaines qui ne sont absolument pas résolues. Donc tout ce qu'on déduit de la géométrie de la source, on le déduit uniquement, vous l'avez bien compris, de courbes de lumière et de spectres. C'est un sport assez délicat. Et donc les grands ingrédients du scénario théorique, ils sont maintenant bien établis et ils ne sont absolument plus remis en cause parce qu'ils sont très difficiles de trouver des alternatives au raisonnement que je vous réexpose. C'est que les sursauts gamma sont extrêmement variables. C'est pas très facile de mesurer précisément l'échelle de temps la plus petite de variabilité dans un sursaut gamma parce que c'est un problème d'analyse compliqué parce qu'il y a aussi des fluctuations qui sont liées juste au bruit dans n'importe quel détecteur. Et donc, mais a priori, tout le monde est d'accord pour dire que cette variabilité elle est observée au moins jusqu'à une échelle de 10 millisecondes.
Et vous savez qu'en astrophysique, il y a un argument extrêmement fort qui est l'argument de causalité, qui est que si une source varie sur une échelle de temps de 10 millisecondes, il faut qu'elle puisse communiquer avec elle-même pour pouvoir produire cette émission à une vitesse au maximum égale à la vitesse de la lumière. Au-delà, on ne peut plus propager d'informations. Et donc, ça donne une taille qui est au plus égale à c fois cette échelle de temps, ce qui fait 3000 km pour 10 millisecondes. Et 3000 km, essentiellement, ça élimine quasiment toutes les sources astrophysiques, sauf les trous noirs stellaires, les étoiles à neutrons, éventuellement certaines naines blanches, mais j'en parlerai pas, il n'y a pas vraiment de modèle viable de sursaut gamma avec des naines blanches. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très fort. On a tout de suite, on entre dans l'astrophysique des objets les plus extrêmes. Et ensuite, bien sûr, il y a un autre fait qui est très important, qui est connu depuis moins longtemps. La variabilité, elle est connue depuis la fin des années 60, les premières détections de sursaut gamma, c'est l'énergétique. À partir du moment où on a pu mesurer la rémanence et faire le spectre de la rémanence, vous vous souvenez, vous reconnaissez le spectre de la première rémanence jamais détectée avec un décalage spectral de 0,8, eh bien, à partir du moment où on a connu ce décalage spectral, on sait que les distances se comptent en gigaparsecs, on a affaire à des sources très extragalactiques, et donc le budget énergétique est colossal. Et donc, il a été exposé que ce qui est facile à mesurer, c'est ce qu'on appelle l'équivalent isotrope de l'énergie, si on suppose que tout est rayonné dans les mêmes directions. Ce qui est beaucoup plus difficile à mesurer, mais on sait que c'est ça qu'il faut faire, c'est la vraie énergie émise sous forme de photons gamma. Il faut pouvoir corriger de la géométrie du jet. Et ça, c'est difficile à mesurer, mais voilà les ordres de grandeur sur lesquels on est à peu près sûr. Et à partir de là, on peut réfléchir, c'est quoi les processus d'extraction de l'énergie qu'on connaît dans l'univers? Alors, ce qui vient à l'esprit en premier, c'est les étoiles, c'est la fusion nucléaire. Mais la fusion nucléaire, dans ce genre de situation, ça ne marche absolument pas. C'est-à-dire que si vous regardez, si vous avez un objet de masse m, c'est quoi l'énergie que vous pouvez en extraire par fusion nucléaire? Prenons le cas des étoiles. Vous avez une énergie de masse mc2, mais juste une certaine fraction de cette masse située dans le cœur de l'étoile atteint une température suffisante de plusieurs millions de degrés pour pouvoir amorcer les réactions de fusion nucléaire. Donc déjà, on ne peut utiliser typiquement dans le Soleil, par exemple, que 10% de la masse disponible. Donc déjà, c'est 10% de mc2. Et ensuite, la fusion nucléaire, elle extrait une toute petite fraction de cette énergie de masse, essentiellement juste la différence d'énergie de masse entre les produits de départ et les produits d'arrivée. Donc dans le cas de la fusion de l'hydrogène en hélium, qui est la première phase de fusion des étoiles, l'efficacité de la fusion nucléaire n'est que de 0,7%. On ne récupère que 0,7% de l'énergie de masse. Et donc tout ça mis ensemble, ça veut dire que durant ces 10 milliards d'années, le Soleil, typiquement, il peut libérer de l'ordre de 2 puissance 51 erg. On est en plusieurs ordres de grandeur en dessous des sursauts gamma les plus énergétiques. Et puis en plus, de toute façon, c'est un processus très lent. Dans le cas du sursoleil, il va falloir 10 milliards d'années pour extraire ça. Voilà. Donc oublions assez vite la fusion nucléaire. Après, on sait que c'est par exemple le cas quand on regarde les noyaux actifs de galaxies, qu'il y a un autre processus extrêmement efficace dans l'univers, qui est même plus efficace que la fusion quand la source centrale est un objet compact, un trou noir ou une étoile à neutrons, c'est l'accrétion. La matière qui tombe, la chute libre la plus terrible du monde, sur un trou noir ou sur une étoile à neutrons. Et là, de nouveau, si on fait une estimation du même ordre, eh bien, si un objet, par exemple un trou noir de masse m, accrète une masse qui vient de l'extérieur, qui est une fraction f de sa propre masse, eh bien, il peut libérer une énergie qui est donnée par cette formule. Et de nouveau, il y a une efficacité qui apparaît. Et cette efficacité, elle va dépendre principalement de la compacité de l'objet, c'est-à-dire à quel point on peut avoir une chute qui se termine à un rayon très très petit. Et donc, de ce point de vue-là, les trous noirs sont la cible parfaite. Et pour un trou noir sans rotation, cette efficacité est de 6%, ce qui est déjà 10 fois plus que l'efficacité de la fusion nucléaire. Et pour un trou noir avec rotation, ça peut monter jusqu'à 40%, ce qui devient un processus extrêmement efficace. Le problème, c'est qu'à nouveau, sauf à imaginer un processus d'accrétion catastrophique qui, quelque part, intervient un peu dans un des deux scénarios dont je vais parler juste après, mais essentiellement, sinon, la plupart du temps, ce processus, on le voit dans des sources stables pour lesquelles il y a un réservoir qui alimente gentiment la source, mais pendant une durée très très longue.
En fait, vous savez que sinon, le risque, c'est de dépasser la luminosité d'Eddington, et dans ce cas-là, on va opérer une transition. Et donc, typiquement, de nouveau, même si on accrète à la luminosité d'Eddington, pour un trou noir de 10 masses solaires, par exemple, il faut au moins 1 million d'années pour accréter déjà un dixième de masse solaire. Donc, c'est des processus qui sont plus énergétiques. Vous avez vu, on a déjà gagné plusieurs ordres de grandeur par rapport aux processus précédents, mais à nouveau qui sont beaucoup trop lents. Donc en fait, face à ce genre de phénomène extrêmement énergétique et variable sur une très petite échelle de temps, il y a en fait une seule solution, c'est l'effondrement gravitationnel. L'effondrement gravitationnel, c'est typiquement, vous avez une certaine distribution de masse, et puis à un instant donné, paf, ça se contracte pour donner quelque chose de beaucoup plus petit. Et dans ce cas-là, on peut montrer que l'efficacité du processus fait qu'on récupère une énergie qui est de l'ordre de l'énergie gravitationnelle de l'objet final, qui est très très élevé pour un trou noir ou pour une étoile à neutrons. Et donc cette fois, l'efficacité qui intervient, là, que j'ai noté avec Xi, c'est quelque chose, vous voyez, qui dépend du rapport M sur R, qu'on appelle la compacité de l'objet, qui est typiquement de l'ordre de 20% pour une étoile à neutrons et 50%, voire 100% pour un trou noir. Donc là, on a quelque chose de très efficace, et cette fois, on n'a plus de problème pour avoir la bonne énergie pour expliquer le sursaut gamma. Tout l'enjeu, ensuite, c'est de comprendre cette énergie, sous quelle forme elle est libérée, quelle est la partie qui passe dans les gammas, par exemple, et puis surtout, quel est l'événement déclencheur d'un tel effondrement gravitationnel. Voilà. Alors, dans la nature, il y a essentiellement 2 canaux pour faire cet effondrement gravitationnel. Il y a la fin de vie d'une étoile massive, le cœur de fer de l'étoile massive, une fois qu'on est passé par tous les stades de fusion jusqu'à produire du fer, eh bien, dépasse la masse de Chandra-Séquard et donc s'effondre sur lui-même. Ça, c'est très efficace. C'est le mécanisme pour les supernovae les plus classiques. Et non seulement ça libère une très grande énergie, mais justement, c'est très très court parce qu'on peut montrer que le temps d'effondrement, le temps de chute libre d'un cœur de fer, c'est de l'ordre de 100 millisecondes. Donc là, pour la première fois, on a une échelle de temps extrêmement courte. Et puis, on a la version beaucoup plus lente de l'effondrement gravitationnel, qui est en fait, quand vous avez un système binaire de 2 objets compacts, par exemple 2 étoiles à neutrons, eh bien, si on était dans un monde régi uniquement par la physique newtonienne, les 2 objets seraient en orbite keplérienne, elliptique l'un autour de l'autre pour l'éternité. Mais en physique relativiste, en relativité générale, le système perd du moment cinétique et de l'énergie par émission d'ondes gravitationnelles, et donc les 2 objets se rapprochent, c'est ce qu'on appelle la phase spiralante, et tournent de plus en plus vite par la 3e loi de Kepler. Et donc, au début, et en particulier, la semaine dernière, Susanna Vergani, dans son séminaire, vous a donné de nombreux arguments montrant l'association des sursauts longs avec les étoiles massives. Et puis, pour les sursauts courts, ça reste quand même moins bien établi que cette association-là, mais il y a l'événement de 2017 qui est quand même un indice on ne peut plus fort. Voilà. Alors à partir de là, ensuite, toute la difficulté, c'est de comprendre la répartition de l'énergie. Je reviendrai là-dessus. Alors ensuite, une fois qu'on a compris ça, eh bien, l'étape suivante, c'est de regarder un peu plus en détail la lumière qu'on reçoit. Et donc, vous vous souvenez, ce sont des spectres non thermiques qui s'étendent bien au-delà de 511 keV. Et ça pose problème, parce que quand on prend toute l'énergie libérée, plusieurs 10 puissance 52 erg, et qu'on met dans un volume aussi petit que les 3000 km que j'estimais, et même sans doute plus petit que ça, la densité de photons gamma est tellement élevée que la majorité des photons doivent s'annihiler les uns avec les autres pour produire des paires. Gamma-gamma donne plus ou moins. Et donc, c'est un problème qui est en fait assez bien connu en astrophysique, qu'on appelle le problème de la compacité, et qui avait été résolu dans les années 70, je crois, par Riese pour d'autres types de jets, des jets plutôt de noyaux actifs de galaxies. Et la solution, c'est le mouvement relativiste. L'idée, c'est que si la source est en mouvement relativiste, il y a 2 corrections à faire à l'estimation que j'ai faite précédemment. La première correction, c'est que la propriété importante du mouvement relativiste, c'est que d'un point de vue d'un observateur extérieur, le rayonnement est focalisé vers l'avant dans un angle d'ouverture 1 sur le facteur de Lorentz. Et donc, ça veut dire que vous ne voyez plus toute la source, mais uniquement la région qui vient vers vous. Et donc, l'argument de causalité, il ne s'applique plus à la totalité de la taille de la source,
mais uniquement à la taille de la petite région qui vient vers vous et qui focalise ces photons dans la bonne direction. Ce qui fait que la vraie taille de la source peut être beaucoup plus grande et donc la densité de photons gamma beaucoup plus faible, ce qui va limiter cette annihilation photon-photon. Et le deuxième effet, c'est que quand on regarde le détail de l'interaction photon-photon pour créer des paires, eh bien, la section efficace d'interaction, qui, on va dire, quantifie la capacité d'interaction, eh bien, elle dépend très fortement de l'angle d'interaction. Quand on est dans une source statique avec un bain de photons isotropes, il y a énormément de collisions de face, et c'est le cas le plus favorable pour que les photons créent des paires. Mais quand on est avec une source relativiste, les photons sont tous envoyés vers l'avant, donc ils ont des trajectoires presque parallèles, les angles d'interaction sont extrêmement faibles, et ça, c'est très défavorable à l'interaction gamma-gamma pour donner plus ou moins. Et la combinaison des deux fait qu'on peut retrouver un système dont les photons gamma s'échappent librement et n'ont pas forcément un spectre thermique. Et depuis longtemps, cet argument avait conduit à déjà estimer que les facteurs de Lorentz étaient au moins de l'ordre de la centaine. Alors ensuite est arrivé le satellite Fermi, qui pour la première fois a permis d'observer quelques sursauts gamma du kiloélectronvolt jusqu'au-delà du gigaélectronvolt, donc sur plusieurs ordres de grandeur. Et immédiatement, ça a permis des mesures plus précises de ce facteur de Lorentz à partir de la forme du spectre dans la partie la plus haute énergie, là où on s'entend à une signature de cette production de paires. Et donc la collaboration Fermi a produit ces estimations qui sont très impressionnantes, parce que des facteurs de Lorentz de 900 ou de 1200, pour la majorité des modèles de production de G, ça paraît presque infaisable, disons. Et alors c'est là que c'est toute la difficulté de la modélisation astrophysique, c'est qu'ensuite, des gens comme moi, par exemple, et mes collaborateurs, on essaye d'aller au-delà de cette estimation simple et de voir ce que donne un modèle plus détaillé de cette interaction photon-photon dans le contexte d'un jet relativiste, et en particulier un modèle qui prend en compte le fait que dans la majorité des modèles d'émission, la zone d'émission des photons dans le jet est elle-même en mouvement. C'est soit un choc qui se propage dans le jet, par exemple, ou une zone de reconnexion magnétique. Et donc, ça va conduire au fait que, même à l'intérieur du jet, même si on est dans le référentiel propre de la matière du jet, les photons n'ont pas un bain isotrope, mais un bain qui a une direction privilégiée. Et ça modifie un peu la physique de l'interaction photon-photon. Et quand on prend en compte ce genre de facteurs, eh bien, on gagne un bon facteur 3 sur l'estimation du facteur de Lorentz, ce qui reste quand même un défi pour la modélisation des jets, mais disons des facteurs de Lorentz de l'ordre de quelques centaines plutôt que du millier, ce qui simplifie un peu les choses aussi dans ensuite la physique de la suite des phases d'émission. Le scénario standard ne fonctionne plus très très bien quand on a des facteurs de Lorentz au-delà de 1000. Il y a même un cas particulièrement intéressant pour lequel Fermi, la plupart des analyses elles sont basées sur on détecte des photons jusqu'à telle énergie. Mais il y a tellement peu de signal qu'on a du mal à voir la forme du spectre et donc de faire un modèle détaillé. Et puis il y a un cas, un sursaut en 2009, où Fermi détecte vraiment la coupure à haute énergie. Alors là, ça permet vraiment une mesure beaucoup plus précise. Et le résultat est assez joli. Quand on applique le modèle détaillé, on retrouve un facteur de Lorentz de l'ordre de 200, ce qui est tout à fait l'ordre de grandeur attendu. Et en plus, l'analyse, dans ce cas-là, permet aussi de mesurer le rayon auquel a lieu l'émission. Et il est très très élevé par rapport aux 3000 km que j'annonçais. Il montre bien qu'effectivement la physique c'est celle d'une éjection relativiste pendant laquelle il n'y a pas de lumière émise, et ensuite le jet doit se propager jusqu'à des distances très très grandes avant de restituer une partie de son énergie sous forme de photons gamma. Voilà. Alors vous voyez que c'est quand même une science difficile, parce que tout ça, tout ce que je viens de dire, on ne le déduit que de courbes de lumière et de spectres comme ça, on n'a aucune image. Alors heureusement, les jets relativistes ils sont observés à d'autres échelles, donc on sait qu'ils existent dans la nature. Vous avez sûrement déjà commenté cette image, mais dont on ne se lasse pas, qui est formidable, qui est donc un zoom obtenu en radio sur le cœur de la galaxie M87. Et donc on voit très très bien qu'il y a un jet qui s'échappe du noyau actif de galaxie, qui est également très brillant. Donc ici on a un trou noir supermassif qui accrète de la matière, et une partie de l'énergie est rayonnée sur place, et une partie sert à pousser un jet. Et sur cette image, on voit en direct la relativité restreinte à l'œuvre. On voit que c'est un jet relativiste, parce que le jet n'est que d'un côté. Et s'il y avait vraiment un jet que d'un côté, le recul du canon, on devrait voir l'AGN partir à grande vitesse dans l'autre direction, ce qu'on ne voit pas. Et puis surtout, au bout d'un moment, ce jet, il freine du fait de la matière qui est autour,
et ça crée ces grands lobes radio qu'on voit, et là, on en voit un de chaque côté. Donc, en fait, de ce côté-là, il y a aussi un jet, et on ne le voit que quand il freine. Et ça, c'est la preuve qu'ils sont relativistes. Il y a celui qui est là, c'est celui qui vient vers nous et qui envoie ses photons dans la bonne direction. Et celui dans l'autre direction, il envoie ses photons par là, on ne les détecte pas. Mais une fois qu'il a freiné, il devient non relativiste et cette fois, il les met dans toutes les directions. Alors voilà, ça, malheureusement, on ne pourra jamais le faire avec des sursauts gamma. On n'aura jamais des images comme ça. Ça rend les choses un peu plus difficiles. Alors, je vais peut-être aller vite sur ce transparent-là parce que Françoise l'a déjà commenté, mais il y a quand même un ou deux cas très rares où, pour des sursauts proches, en utilisant l'interférométrie radio à grande base, on peut quand même donner une taille à l'objet et montrer qu'il y a des mouvements d'expansion superluminiques qui sont la preuve que le mouvement est intrinsèquement relativiste, c'est des mouvements apparents superluminiques. Une autre façon de faire aussi, c'est l'observation qui est ici. C'est en fait, au départ, quand on observe en radio à des temps très très proches après le sursaut gamma, on voit que la source radio scintille. Et puis, au bout d'un moment, on ne la voit plus scintiller. Et donc, c'est la preuve qu'elle est en expansion et qu'au bout d'un moment, elle dépasse la taille critique des inhomogénéités dans le milieu interstellaire traversé. Et si on a une certaine connaissance de la taille de ces inhomogénéités déterminées par d'autres méthodes, on peut en déduire la taille de l'objet au moment du changement de régime. Et ça permet de montrer à nouveau qu'il y a une expansion avec un mouvement apparent superluminique. Voilà. Alors voilà, donc là, maintenant, on est sûr qu'il y a un jet. Et à partir de là, dans les années 90, disons fin des années 90, il y a eu beaucoup de débats pour savoir comment ensuite le jet pouvait restituer son énergie pour faire le sursaut gamma et la rémanence. Et la seule chose dont on est sûr, c'est qu'a priori, le jet doit freiner. Et ça dissipe beaucoup d'énergie, le freinage du jet par son environnement. Donc il y a eu des gens qui ont essayé de tout expliquer uniquement par le freinage du jet. Et puis il y a des arguments qui ont été donnés par un certain nombre d'auteurs, qui ont montré que la très très grande variabilité pendant la phase sursaut gamma proprement dite est quand même posé problème à ces modèles de freinage et qu'il était beaucoup plus facile d'expliquer cette variabilité en supposant que le sursaut gamma était plutôt dû à de la dissipation dans le jet lui-même avant même qu'il soit freiné. Et c'est ça maintenant le scénario sur lequel les gens travaillent. Et en revanche, le freinage, lui, explique très très bien la rémanence. C'est un processus sur des échelles de temps beaucoup plus longs. Le milieu extérieur est très peu dense, très peu énergétique par rapport au jet. Puis alors la relativité, c'est bizarre. Quand on est dans un monde classique, si par exemple vous avez un éléphant qui court, si vous voulez freiner cet éléphant, en gros, il faut mettre un autre éléphant devant et ça va freiner l'éléphant. Quand la matière est relativiste, c'est un peu plus compliqué. Et si vous avez quelque chose qui va avec un facteur de Lorentz de 100, il suffit de mettre une masse m sur 100 devant et ça suffira à le freiner. Et voilà, et c'est ça qui permet d'estimer à partir de quelle distance la masse balayée de milieu extérieur va être suffisante pour commencer à affecter la dynamique du jet. Alors voilà, tout ça conduit à un scénario qui est le suivant, où vous avez donc un événement initial, une éjection relativiste. Une étape très importante ensuite, c'est le moment où pour la première fois le jet devient transparent à son propre rayonnement. Par analogie avec les étoiles, on appelle ça la photosphère du jet, mais c'est en fait une surface qui n'est pas du tout sphérique, qui a une géométrie assez particulière. Et à partir de là, il faut essayer de comprendre comment le jet, à cet endroit-là, va commencer à dissiper son énergie pour la restituer sous forme de rayonnement. Alors, la première phase, elle est délicate, parce qu'en termes de lumière, on n'a pas grand-chose. En fait, on a éventuellement de la lumière associée à d'autres éjectats, l'éjectat de supernova dans le cas des sursauts longs, donc c'est supernovae très énergétiques ou hypernovae associées aux sursauts longs, l'éjecta de la kilonova dans le cas des sursauts courts, mais ce n'est pas le même éjecta que celui qui fait le sursaut gamma et la rémanence. Et donc, on n'a aucune information directe. Donc, en termes de modélisation, à nouveau, on est face à un défi. Alors là, l'astrophysique multimessager qui est en train de se développer est d'une aide très précieuse. Et on peut s'attendre à des ondes gravitationnelles et des neutrinos. Alors pour les ondes gravitationnelles, principalement dans le cas des sursauts courts, quand c'est une coalescence de deux objets compacts, 170817 l'a prouvé. Pour un effondrement d'étoiles massives, il faudrait vraiment qu'il soit assez asymétrique et à très courte distance pour espérer à court terme détecter les ondes gravitationnelles. Pour les neutrinos, c'est
un peu la situation inversée. Si on est dans le domaine du MEV, c'est plutôt les effondrements d'étoiles massives. En fait, on sait que l'essentiel de l'énergie est libérée sous forme de neutrinos. Le problème, c'est qu'avec la sensibilité actuelle des détecteurs, on n'a aucune chance de détecter ça au dehors, en gros, de notre galaxie ou du groupe local. Donc, ce n'est pas très adapté au sursaut gamma. Et par contre, pour les neutrinos beaucoup plus énergétiques, eh bien, certains peuvent être produits au tout début de la propagation du jet, quand ils cherchent encore à s'échapper de l'étoile. Et ça, si un jour on arrive à le détecter avec des détecteurs comme IceCube ou le kilomètre cube dans la mer Méditerranée, dans des choses qui vont devenir assez sensibles dans les années à venir, là, on aura peut-être enfin un message direct sur cette phase d'éjection relativiste qui reste très difficile à modéliser. Vous avez vu tous les efforts de simulation qui ont été montrés dans le cours de Françoise Combe, mais c'est une physique vraiment extrême, et ce qui caractérise ces simulations, c'est que chacune, à ce stade, se focalise sur essayer de modéliser le mieux possible un des problèmes physiques posés, mais on est encore très très loin de réussir à mettre, avec la meilleure description possible, toute la physique qui est nécessaire, parce qu'il y a à la fois toute la complexité de la relativité générale, de toutes ces instabilités magnéto-hydrodynamiques, du transport des neutrinos, du chauffage par les neutrinos, etc. Ça, personne ne sait le faire actuellement en mettant tout ça avec la physique complète, disons. Voilà. Donc d'avoir des observations aiderait, bien sûr. Alors, à grande distance, tout s'arrange. On a enfin de la lumière, mais là, la question qui reste, c'est finalement quel est le processus de dissipation. Et quelque part, cette question, elle est reliée à la physique de l'étape précédente qu'on comprend mal. On pense de plus en plus que le champ magnétique joue un rôle crucial dans ces éjections relativistes. Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'ensuite le jet reste extrêmement magnétisé jusqu'à très très grande distance, ou est-ce qu'une fraction importante du champ magnétique est dissipée pour justement fournir une partie de l'énergie qui va pousser le jet. Dans le premier scénario, on se retrouve avec un jet qui reste très magnétisé à grande distance, dans le second, avec un jet qui, au contraire, est peu magnétisé à grande distance. Et ça conduit à des processus dissipatifs très différents. Dans un jet très magnétisé, les ondes de choc ne se propagent pas. Et donc, il faut plutôt invoquer des processus où, justement, l'énergie va être extraite du champ magnétique lui-même. C'est ce qu'on appelle la reconnexion magnétique, quand la géométrie du champ magnétique est trop compliquée, avec des lignes de champ qui se croisent, le champ magnétique tend à se reconfigurer avec une géométrie plus simple, et au passage, une partie de l'énergie magnétique est dissipée et peut éventuellement être injectée dans des particules en les accélérant. Si au contraire le jet est peu magnétisé à grande distance, eh bien, des chocs peuvent se propager dans le jet, et on sait, ça on l'observe à toutes les échelles dans l'univers, que les chocs sont de très bons accélérateurs de particules. Voilà. Alors une fois donc déjà on va avoir plusieurs scénarios à évaluer, il faut ensuite se poser la question de savoir si ces processus ont lieu plutôt juste avant la photosphère ou juste après, parce qu'en termes de processus radiatifs, ce n'est pas du tout la même chose d'être dans un milieu plutôt opaque ou dans un milieu plutôt transparent. Et puis, le détail des processus d'accélération dans ces régimes très relativistes n'est pas encore très bien compris, et pourtant, il faudrait le comprendre pour avoir le détail de la distribution de particules qui va être produite, qui va ensuite fixer le spectre observé. Puis la dernière étape, c'est d'identifier les processus de rayonnement. Le processus synchrotron est le plus discuté, mais comme il a été montré dans le cours précédent, il y a des problèmes pour reproduire les spectres. Voilà. Puis avec plus grande distance, le jet est freiné. Et donc là, il y a l'onde de choc la plus violente qu'on puisse imaginer. Déjà, quand une étoile normale explose, l'onde de choc qui se propage dans le milieu interstellaire, c'est quelque chose. La supernova observée par les astronomes chinois en 1054, elle est observée aujourd'hui, son reste est observé aujourd'hui, c'est la nébuleuse du Crabe. Et la nébuleuse du Crabe, 1000 ans après, ça va encore à plusieurs milliers de kilomètres par seconde. C'est des explosions extrêmement violentes. Là, c'est encore pire, c'est quelque chose qui va quasiment à la vitesse de la lumière qui vient cogner contre la matière. Une onde de choc extrêmement violente. C'est au passage un laboratoire de physique absolument passionnant, parce que là, c'est des choses qu'on ne peut absolument pas reproduire au laboratoire, et en termes d'accélérateur de particules, on peut potentiellement atteindre des énergies qu'on n'atteindra jamais au LHC. Voilà. Alors, maintenant que j'ai brossé ce scénario, je vais revenir sur certaines étapes en donnant quelques détails supplémentaires. Et par exemple, justement, sur la rémanence, de manière générale, c'est la phase la mieux comprise, parce que cette théorie du freinage d'un jet relativiste, elle est bien établie maintenant. On connaît les lois de ce freinage, et en particulier, ça reproduit assez naturellement la décroissance en loi de puissance du flux de la rémanence. Les grandes incertitudes, elles sont liées
au milieu extérieur. Qu'est-ce qu'il faut faire comme hypothèse sur la densité du milieu extérieur pour faire un modèle fin? Et là, il y a un peu un paradoxe qui est que quand on essaye d'ajuster les rémanences qu'on observe, on tend à plutôt devoir supposer un milieu assez peu dense pour les sursauts longs. Et ça, c'est un vrai paradoxe parce que vous avez vu, les progéniteurs attendus, c'est plutôt des étoiles de Wolf-Rayet qui perdent énormément de masse au cours de leur vie. Et de manière générale, de toute façon, les étoiles massives sont attendues plutôt dans les régions de formation d'étoiles, qui sont plutôt des milieux denses. Voilà. Alors là, il y a un peu un paradoxe, mais de nouveau, ça montre toute la difficulté de cette science. C'est qu'on sonde des échelles de longueur qui sont très courtes, qui sont très inférieures au parsec, qui sont très courtes, et donc il suffit de changer un tout petit peu les détails de la vie de l'étoile dans les 1000 ans qui précèdent l'effondrement, et 1000 ans pour une étoile, c'est rien du tout. Il suffit que, par exemple, la perte de masse s'arrête pendant 1000 ans, avant l'effondrement, pour créer une cavité autour de l'étoile, qui fait que le jet va se propager essentiellement dans un milieu peu dense. Et là, de nouveau, c'est compliqué parce que la précision des modèles stellaires n'atteint pas du tout ça pour l'instant. Voilà. Alors, en revanche, du point de vue du fait qu'il y a des particules qui sont accélérées et qu'on comprend ensuite les mécanismes d'émission, là, c'est vraiment très bien établi. Et récemment, il y a eu une avancée qui a encore mieux confirmé les choses. C'est que jusqu'à il y a 2 ans, essentiellement, les rémanences elles étaient observées des rayons X jusqu'à la radio. Éventuellement, dans des cas rares, on allait jusqu'au méga-électronvolt et au giga-électronvolt. Et puis très récemment, dans les 2 dernières années, il y a eu 4 sursauts gamma qui ont été détectés pendant leur phase rémanente par les télescopes Cherenkov qui étendent le domaine d'observation jusqu'au téra-électronvolt. Vous savez qu'on utilise toute l'atmosphère comme détecteur dans ces cas-là pour pouvoir détecter ces photons. Donc ce n'est pas les photons qu'on détecte, mais les conséquences de leur passage dans l'atmosphère en termes de lumière Cherenkov. Et le mieux détecté, c'est ce sursaut-là, en 2019, qui a été observé par beaucoup d'instruments, dont l'instrument MAGIC au TEV. Et alors, vous voyez, vous avez ici à gauche la courbe de lumière de ce sursaut gamma, enfin plutôt de la rémanence de ce sursaut gamma, dans plein de domaines différents. Donc, vous avez en particulier en bas, en jaune et vert, dans le domaine radio. Ensuite, au milieu, en violet, c'est dans le domaine visible. En rouge et bleu, c'est dans les domaines gamma et X. Et puis, vous avez tout en haut la courbe en verte un peu plus soutenue, c'est le domaine du TEV. Et les points de données sont indiqués par des points avec des barres d'erreur, et les courbes sont le résultat d'un ajustement de ces données par le modèle du freinage d'un jet avec accélération de l'électron au choc qui se propage dans le milieu extérieur et rayonnement synchrotron et Compton inverse. Le rayonnement synchrotron, c'est le rayonnement d'électrons qui spiralent autour des lignes de champ magnétique, et le rayonnement Compton inverse, c'est ensuite les photons produits par ces électrons, ces photons synchrotrons, peuvent à nouveau être diffusés par les électrons et emporter une partie importante de l'énergie de ces électrons pour être propulsés à plus haute énergie. Et donc vous voyez que l'ajustement est quand même de très bonne qualité, et vous avez à côté l'équivalent pour le spectre, et l'analyse spectrale montre pour la première fois qu'on a bien un spectre à 2 composantes. Jusqu'à présent, on ne sondait que la composante à basse énergie, la composante synchrotron, et là, de manière indubitable, on a une seconde composante qui est donc due aux diffusions Compton inverse. Et ça, c'est des situations qu'on connaît dans d'autres sources astrophysiques, comme par exemple les blazars, qui sont des noyaux de galaxies un peu extrêmes qui justement font des jets relativistes qui pointent vers nous. Et quand on a la chance de détecter les 2 composantes en termes de diagnostic physique, c'est beaucoup plus efficace parce que le rapport des intensités des 2 composantes et des pics des 2 composantes permet de remonter aux propriétés des électrons accélérés, du champ magnétique. Et donc, voilà. Et donc, vraiment, ça marche très très bien. Donc, voilà. Alors, ça ne veut pas dire que tout est rose au pays de la théorie de la rémanence des sursauts gamma, parce que ça, c'est quand même plutôt la rémanence sur le long terme. Mais quand on regarde la rémanence dans ses premiers instants, elle montre une diversité et une variabilité qui est assez mal comprise dans ce contexte et qui reste l'objet de beaucoup de travaux avec de très nombreux modèles proposés, sans que pour l'instant on arrive à identifier le diagnostic qui permettrait de préférer un modèle par rapport à un autre. Françoise vous a présenté certains de ces modèles dans son cours. Je vous en montrerai encore un autre avec une idée assez récente qui est héritée des observations de 2017. Voilà, ça va sans doute prendre du temps avant de conclure. Je peux quand même dire que la difficulté avec les idées les plus naturelles qui ont été émises, c'est qu'elles posent des contraintes extrêmement fortes sur la source centrale. Par exemple, vous avez compris dans le cours précédent
que l'hypothèse la plus évidente pour expliquer les plateaux, c'est d'avoir une injection tardive d'énergie. Et effectivement, ça marche très bien. Si tardivement, vous remettez plein d'énergie dans le jet, ben, ça ralentit son freinage, et donc, au lieu de voir le flux décroître, il reste constant jusqu'à ce qu'on arrête de rajouter de l'énergie, et on reprend le freinage, et ça rediminue. Simplement, une fois qu'on a dit ça, ça marche du point de vue de la physique de la rémanence, mais ça pose une contrainte énorme sur la source centrale. Qu'est-ce qui fait que la source centrale se ranime aussi tard et met énormément d'énergie? Ça pose une autre question, c'est que dans ce cas-là, du point de vue du budget total, ça veut dire que l'efficacité de la phase initiale de sursaut gamma est beaucoup plus grande que ce qu'on pensait, parce que c'est une fraction du budget qui est plus faible, puisqu'une grosse partie de l'énergie est émise beaucoup plus tard, bien après l'émission des gammas. Donc les gammas sont pris dans un réservoir plus petit. Et ça pose de grands problèmes. Ça montre des efficacités qui dépassent les 50%. 50% de l'énergie de cette première éjection doit être transformée en photons gamma, et ça, très peu de gens arrivent à imaginer des choses qui permettraient d'avoir des efficacités aussi grandes. Et puis pareil, pour les flares, c'est la même chose. Ça peut marcher si le même mécanisme qui est responsable du sursaut gamma se ranime, mais se ranime, vous voyez, dans ce cas-là, 1000 secondes plus tard. Et donc 1000 secondes, c'est très très grand par rapport à la durée du sursaut gamma lui-même. Ça veut dire que quelque part, la physique de la source centrale doit être entièrement revue. C'est des objets qui, dans ce cas-là, survivent beaucoup plus longtemps que ce qu'on pensait. L'idée la plus simple, c'est que vous avez vu dans tous les scénarios, quel que soit le sursaut court, sursaut long, vous formez un trou noir entouré d'un disque. Ben, en gros, la durée de vie, c'est le temps qu'il faut pour le disque pour être avalé par le trou noir. Et ensuite, comment vous réanimez ça? Il faut peut-être retrouver un nouveau réservoir de masse pour réalimenter le trou noir. Ce n'est pas simple. Voilà. Donc c'est pour ça que les gens cherchent d'autres alternatives qui ne posent pas les mêmes contraintes sur la source centrale. Alors voilà, donc ensuite, une fois qu'on a voilà, donc on peut quand même considérer que la phase de rémanence est quand même la mieux comprise. Ensuite, si on revient un peu dans le temps, il y a l'émission du sursaut gamma. Et donc là, je vous ai déjà expliqué pourquoi c'était beaucoup plus difficile, parce que contrairement à la rémanence où on sait quel est le processus dissipatif, c'est le freinage par le milieu extérieur. Là, c'est pas qu'on ne sait pas, c'est qu'on a trop d'options, quoi. Sous la photosphère, au-dessus de la photosphère, choc, reconnexion. Et le problème, c'est que généralement, en astrophysique, le diagnostic roi, c'est le diagnostic spectroscopique. Un bon mécanisme, c'est un mécanisme qui reproduit bien le spectre. Et actuellement, pour être honnête, aucun mécanisme ne reproduit bien le spectre. Alors, en fait, ça a été mentionné aussi dans le cours, le problème, c'est la pente à basse énergie du spectre dans le domaine gamma. En fait, soit vous êtes plutôt partisan des modèles qui se produisent à la photosphère, mais là, en fait, naturellement, vous devriez plutôt avoir un spectre de type pratiquement corps noir, un spectre thermique, et vous avez une pente qui est beaucoup trop raide, cette fois, à basse énergie. Et donc, vous êtes obligé de compliquer énormément le modèle en rajoutant des processus de dissipation sous la photosphère pour rajouter d'autres composantes de rayonnement qui remontent un peu la pente, voilà. Et puis, si vous êtes plutôt partisan des mécanismes où l'énergie est dissipée au-dessus de la photosphère, ben là, c'est le contraire. Le processus synchrotron, il produit des pentes qui ne sont pas assez raides et il faut de nouveau inventer des mécanismes compliqués pour ramener la pente là où elle devrait être. Et à partir de là, c'est un peu difficile à faire. Alors, cela dit, ça n'empêche pas de quand même beaucoup travailler là-dessus, et je vais vous montrer dans un exemple qui est celui des chocs internes, le type de simulation qu'on fait pour pouvoir ensuite comparer les modèles aux observations. Alors, c'est assez délicat, donc l'idée, c'est que vous avez plusieurs ingrédients. Il va falloir d'abord modéliser la dynamique d'un jet relativiste très variable. Et l'idée, c'est que si vous avez le moteur central qui est très variable, l'éjection relativiste ne se produit pas de manière bien régulière. Et donc, il y a des parties un peu plus lentes, des parties un peu plus rapides. Mais comme on parle de facteur de Lorentz supérieur à 100, tout va quasiment à la vitesse de la lumière. Et donc, les vitesses relatives entre les régions sont très, très faibles. Et donc, typiquement, si cette partie-là a été émise avec une vitesse très légèrement supérieure à celle-là, progressivement, elle gagne du terrain sur l'autre. Et donc, vous avez un gradient de vitesse qui se raidit dans l'éjecta, et au bout d'un moment, quand il devient vertical, c'est là que l'onde de choc se forme. Alors l'avantage de ce mécanisme, c'est que c'est un processus naturel pour que la dissipation ait lieu à très grande distance, exactement ce qu'on veut. Alors ça peut se simuler, c'est le genre de choses qu'on sait faire par exemple à l'IAP. Alors vous avez ici l'exemple d'un cas très simple où vous avez juste deux régions dans le jet, une qui est émise avec un facteur de Lorentz de 100, et quelques secondes plus tard, une autre avec un facteur de Lorentz de 400. Et bien sûr, c'est une approche fluide, donc c'est un milieu continu. Et vous allez voir la partie rapide qui va rattraper la partie lente et deux ondes de choc, qu'on appelle donc des chocs internes, qui vont se former
Voilà, vous avez la même chose dans la densité au-dessus. Voilà, on voit très très bien les discontinuités. Alors, vous avez vu qu'il y a un premier choc qui a disparu très vite parce qu'il a atteint le bord, et un autre qui dissipe plus d'énergie, qui balaye entièrement l'éjecta. Et l'idée, c'est que dans un jet très variable, ceci se produit plein de fois à plein d'endroits dans le jet. Et ça, chaque choc va produire un pulse dans la courbe de lumière, et va donc permettre, ce modèle permet de reproduire ce type de courbe de lumière. Donc vous avez ici à gauche un exemple, c'est une illustration, vous avez des exemples on s'amuse à prendre une distribution initiale du facteur de Lorentz dans le jet et on regarde la courbe de lumière qui sort. Et donc, par exemple, vous avez dans la ligne du haut un jet plutôt une éjection qui était très propre. Essentiellement, tout le temps, ça va avec un facteur de Lorentz dans l'ordre de 400. Mais il y a eu 4 grumeaux où là, l'éjection a un peu bien marché. Ils ont des facteurs de Lorentz plutôt de 100. Et on retrouve 4 pulses dans la courbe de lumière. Ce qui est très joli dans cette approche-là, c'est que dans ce cas-là, la courbe de lumière, quelque part, est un miroir de l'activité de la source centrale. Et donc, ça peut être aussi une des façons de comprendre ce qui se passe dans la région centrale, alors qu'on n'a aucune lumière directe de cette région-là. Puis les deux autres lignes vous montrent des cas plus complexes qui permettent donc, ce modèle a une bonne capacité à reproduire la grande complexité des courbes de lumière observées. Et puis ensuite, on peut coupler cette dynamique à, cette fois, un calcul radiatif qui va faire tout le détail pour chaque choc, l'accélération des particules, et ensuite il faut suivre les électrons qui vont se refroidir par le processus synchrotron et le processus Compton inverse. Et là, je vous montre le résultat à nouveau pour juste une collision entre une région rapide et une région lente, donc qui produit un seul pulse. Et vous voyez que maintenant, on est capable de faire des calculs où on suit le spectre au cours du temps émis par ce type de région. Et vous voyez qu'initialement, on est plutôt dominé par le rayonnement synchrotron. C'est la courbe de lumière en bleu. C'est ce qui domine depuis les 3 premiers panneaux, donc, qui correspondent plutôt à l'instrument GBM de Fermi et puis à la partie basse énergie de l'instrument LAT. Et puis, plus tardivement, vous avez les diffusions Compton inverse qui commencent à devenir efficaces et qui produisent une émission retardée au GeV dans le LAT. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement observé quand on regarde les quelques sursauts détectés par le LAT. Il y a toujours un retard des photons de haute énergie par rapport aux photons de basse énergie. Donc c'est une des façons d'attaquer le problème, et c'est par ce type de comparaison qu'on espère, de proche en proche, identifier le scénario qui marche le mieux. Mais c'est sans doute quelque chose qui va demander du temps. Voilà. Alors maintenant, j'ai discuté la physique de ces jets et je reviens au point de départ, à l'événement central. Donc l'événement initial est le moteur central, ce trou noir qui se forme avec un disque d'accrétion et qui produit un jet. Alors quelques mots d'abord sur les sursauts longs. Donc là, je ne reviens pas dessus, mais ça a été exposé à la fois dans les cours et dans le séminaire de la semaine dernière. Il y a vraiment énormément d'indices concordants observationnels qui prouvent sans aucune ambiguïté l'association des sursauts longs avec les effondrements de certaines étoiles massives. Mais une fois qu'on a dit ça, ça reste un défi théorique que de comprendre ce qui se passe. Parce que le cas le plus simple de l'explosion d'étoiles massives, c'est la supernova classique. Mais vous n'êtes pas sans ignorer qu'on ne sait toujours pas bien faire exploser les supernovas en ordinateur. C'est un problème de physique extrêmement délicat. Alors, le scénario général est parfaitement validé. Alors, on peut citer en particulier 2 événements qui valident vraiment très bien les choses. C'est la supernova du Crab, parce qu'en 1054, les astronomes chinois ont décrit quelque chose qui correspond parfaitement à l'observation d'une supernova. Et nous, on sait aujourd'hui qu'a priori, on sait que dans ce cas, c'est une étoile qui a explosé. Et au XIXe siècle, quand on est allé voir, en fait, la nébuleuse du Crabe était connue avant le XIXe siècle, mais c'est au XIXe siècle qu'on a compris qu'elle était localisée exactement à l'endroit indiqué par les astronomes chinois pour la supernova de 1054, et ça correspond exactement justement à ce qu'on attend, un milieu à très très grande vitesse, qui est en fait le milieu interstellaire choqué par l'explosion de l'étoile. Et donc c'est ce qu'on voit quand on regarde la supernova en optique et dans l'infrarouge. On voit en fait l'émission thermique de la matière interstellaire qui a été choquée par l'onde de choc produite par l'explosion. Et ce qui est très joli, c'est que les lois d'expansion de ces explosions sont très bien comprises, et à partir de la taille et de la vitesse observée aujourd'hui du reste de la nébuleuse du Crabe, on peut dater le point de départ de cette expansion, et on trouve 1000 ans, c'est-à-dire quelque chose de parfaitement cohérent avec le fait que ce soit associé à la supernova de 1054.
Ensuite, ce que prédit le scénario, c'est que le déclenchement de l'explosion de l'étoile, c'est en fait l'effondrement de son cœur, le cœur de fer, qui devient une étoile à neutrons. Et là, vous savez que les pulsars ont été découverts par Jocelyn Bell à la fin des années 60, et dans les tout premiers pulsars détectés, il y a le pulsar du crabe, qui ici est le point non résolu brillant au centre de la nébuleuse en rayons X. Et on sait aujourd'hui qu'une partie de l'énergie de rotation du pulsar est évacuée sous forme de l'émission pulsée qui fait le pulsar, mais que la plus grande partie de l'énergie est en fait transmise à un vent de particules qui s'échappe de l'étoile à neutrons. Et en fait, ce vent de particules vient ensuite cogner contre la nébuleuse externe, et il y a un choc, il y a donc accélération de particules, et c'est ce qui fait la nébuleuse interne visible en rayons X, ce qu'on appelle la nébuleuse du vent de pulsar. Et puis, de manière générale, on sait aussi que l'onde de choc qui a conduit à cette matière très compressée et chauffée qu'on voit en optique, en infrarouge, on sait que les ondes de choc sont des très bons accélérateurs de particules, et la preuve, c'est l'émission radio de la nébuleuse du crabe qui montre l'émission synchrotron des électrons accélérés à ce choc. Alors ça, il y a une très grande cohérence, et la physique du pulsar, la période et la dérivée de la période actuelle du pulsar du crabe permettent aussi de dater le pulsar du crabe, et de nouveau, indépendamment, on retombe sur 1000 ans. Donc là, le scénario d'effondrement gravitationnel, explosion de l'étoile, production d'étoiles à neutrons, il est extrêmement bien validé. Et ensuite, ce que dit la théorie, c'est que l'énergie libérée dans un effondrement de ce type-là est énorme, plusieurs 10 puissance 53 erg, et on s'attend à ce que 99% de cette énergie soit libérée sous forme de neutrinos. Et là, malheureusement, encore aujourd'hui, on a un seul événement pour tester ça, mais un événement merveilleux qui a eu lieu en 1987. Et donc, en 1987, il y a une supernova qui a explosé dans le grand nuage de Magellan, donc à une distance relativement faible. C'est extragalactique, si vous voulez, mais le nuage de Magellan, c'est pas une vraie autre galaxie, c'est plutôt une galaxie satellite de la nôtre, et ce n'est qu'à 50 kPa. Et il y a donc eu une grosse dizaine de neutrinos détectés, et à partir de l'énergie de ces neutrinos et de l'efficacité de détection des détecteurs de neutrinos, on peut remonter à l'énergie qui a été libérée, et on retombe sur quelques 10 puissance 53 erg. On sait mesurer l'énergie cinétique des restes de supernova. On peut donc estimer qu'il n'y a qu'1% de l'énergie qui passe dans l'énergie cinétique de l'éjecta de supernova. Et on sait aussi mesurer la lumière émise au moment de la supernova elle-même. Et là, ce n'est encore qu'1% du pourcent. Donc les événements, quand une supernova a lieu dans notre galaxie, c'est un événement le plus brillant qu'on puisse imaginer de l'astronomie visible, mais ce n'est que vraiment le sommet de l'iceberg. Ce n'est que 10-4 du budget énergétique global. Alors bien sûr, ce que tous les gens dans ma communauté attendent avec impatience, c'est la prochaine supernova galactique. Parce que si vous aviez une supernova non pas à 50 kPa, mais à 5 kPa, avec la sensibilité actuelle des détecteurs de neutrinos, ce n'est pas quelques dizaines de neutrinos, c'est plusieurs milliers de neutrinos. C'est donc un spectre de ces neutrinos, une courbe de lumière, et là on verra en direct l'effondrement du cœur de fer, la production d'étoiles à neutrons. Le progrès théorique qu'on peut attendre sur la compréhension de ces phénomènes serait vraiment fascinant. Alors, c'est très très difficile de modéliser cette physique. Les progrès quand même commencent à venir, et là on commence à voir des articles. Là, je vous montre un article très récent de 2020 où enfin il n'y a que quelques groupes dans le monde qui disposent des codes capables de simuler ces événements. Et donc là, c'est le groupe européen, c'est le groupe de Garching près de Munich. Et là, pour la première fois, en couplant un calcul en relativité générale avec un transport très détaillé des neutrinos dans la région centrale, ils arrivent à avoir un choc. La difficulté, c'est de pousser le choc pour qu'il atteigne la surface de l'étoile. C'est uniquement s'il atteint la surface de l'étoile que l'étoile explose. Et là, pour la première fois, ils y arrivent. Et vous voyez, j'ai extrait une figure de l'article qui vous montre d'une part la propagation du choc. Donc on voit qu'au début, ça ne se passe pas très bien. Et puis au bout d'un moment, les neutrinos réussissent à redonner une partie de leur énergie au choc, et le choc redémarre et finit par faire exploser l'étoile. Et vous avez justement ici la courbe de lumière prédite en neutrinos. Et c'est ça qu'on rêve de pouvoir un jour comparer à une supernova galactique. Et là, en termes de validation des modèles, ça serait une échelle au-dessus par rapport à 1987A qui a juste validé l'ordre de grandeur de l'énergétique. Voilà. Alors, il y a énormément de questions ensuite quand on s'intéresse aux sursauts longs. C'est que déjà, c'est très dur de comprendre la supernova classique. Et alors, vous l'avez compris, les sursauts longs, c'est sans doute une toute petite sous-fraction des étoiles massives qui, pour des raisons particulières, fait une explosion un peu différente où il y a un jet relativiste. Donc, comment comprendre les conditions particulières qui donnent ces cas très rares quand déjà on a du mal à comprendre le cas le plus général?
Donc la seule chose qu'on arrive à faire actuellement, c'est d'identifier les paramètres sur lesquels on aurait envie de jouer. Donc il y a un paramètre évident qui est la masse de l'étoile initiale. Il y a beaucoup d'indices observationnels qui montrent que la métallicité joue aussi un rôle. D'un point de vue théorique, ça c'est plus dur à tester observationnellement, mais par contre d'un point de vue théorique, on s'attend à ce que la rotation joue un rôle. Et de plus en plus, on pense que le fait d'être dans un système binaire peut aussi jouer un rôle. Pourquoi? Parce que quand on est dans un système binaire, il y a des interactions entre les deux étoiles qui peuvent en particulier faciliter les choses en termes d'évacuation d'une partie de la masse de l'étoile pour que quand ensuite le jet va chercher à s'échapper, il n'ait pas à traverser une région trop dense et puisse plus facilement s'échapper. Alors, une façon de compliquer les choses, si je puis dire, c'est d'essayer au moins d'estimer l'efficacité des étoiles massives à produire des sursauts gamma et de voir si c'est quelque chose qui a varié dans l'histoire de l'univers. Et la réponse est oui, ce qui montre que ça va être compliqué de comprendre les conditions pour avoir un sursaut gamma long, mais peuvent aussi donner des indices, parce que par exemple, on trouve que sans doute dans le passé, les étoiles étaient beaucoup plus efficaces à former des sursauts gamma longs qu'aujourd'hui. Et on sait aussi que dans le passé, l'univers était moins métallique. Donc, ça va dans le sens de la métallicité comme ingrédient favorable. Alors, c'est des choses un peu difficiles à faire, mais de nouveau, c'est tout le propre de la science des sursauts gamma. Ça consiste en fait à faire des modèles de population qui cherchent à reproduire toutes les propriétés de tout l'ensemble des sursauts gamma détectés en termes d'intensité, de spectre et de décalage vers le rouge. Et là, en fait, vous avez un modèle en bleu qui est un modèle avec évolution, un modèle en rouge qui est un modèle sans évolution, donc de cette efficacité de production des sursauts gamma par les étoiles. Et vous voyez que le modèle en rouge ne produit pas assez de sursauts à grand redshift et trop de sursauts à petit redshift, alors que le modèle en bleu le fait beaucoup mieux. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'on peut faire. Une autre difficulté, c'est qu'on commence à avoir des échantillons très importants de sursauts longs. Et ce qu'on trouve, c'est qu'il y a une extrême diversité de la population de sursauts longs, beaucoup plus sans doute que pour les sursauts courts. Il y a par exemple les X-ray flashes dont il a été question. Il y a de manière générale plein de catégories de sursauts plus mous ou de sursauts moins lumineux. On pense de plus en plus qu'il y a sans doute un continuum d'événements possibles, depuis la supernova la plus classique jusqu'au sursaut gamma le plus extrême, avec plein de phénomènes intermédiaires où peut-être le jet est un peu moins énergétique, un peu moins relativiste, l'explosion un peu moins asymétrique. Et la difficulté, c'est que pour ces sursauts de catégories plus rares, on a très rarement pour l'instant la rémanence et le décalage vers le rouge. Donc ça complique parce que la modélisation, on n'a pas l'énergétique, on n'a pas la distance. Et donc de ce point de vue-là, vous avez entendu parler la semaine dernière du satellite franco-chinois SVOM qui va étudier les sursauts gamma à partir de 2023. Eh bien, les détecteurs de SVOM sont particulièrement bien adaptés pour cette population-là et la recherche de sa rémanence. Donc on s'attend à nouveau à des progrès. Alors, ça, c'était ce qu'on pouvait dire sur les sursauts longs. Et alors, sur les sursauts courts, c'est là-dessus que je vais conclure. Je vais revenir sur certains aspects de cet événement de 17-08-17, dont il a été déjà souvent question, mais c'est un événement tellement fascinant qu'on ne se lasse pas de le commenter. Donc, déjà, effectivement, ça a été quelque chose sur lequel il y a eu une grande insistance, mais c'est vraiment important. C'est un cas assez rare en astrophysique où il y a presque 15 ans d'avance de la théorie sur l'observation. Et c'est quand même à nouveau une victoire absolument hallucinante sur le pouvoir prédictif de la physique. Enfin, vraiment, les contreparties lumineuses qui ont été observées après le signal gravitationnel du 17-017, c'est vraiment exactement ce à quoi on s'attendait, à peu de choses près. Donc, il y a d'abord cette fameuse kilonova, qui correspond à la synthèse d'éléments lourds. Alors, pour compléter ce qui a déjà été dit, je vous montre cette simulation intéressante qui, justement, va vous montrer en direct la nucléosynthèse d'éléments lourds dans un éjecta de kilonova. Alors, je vous invite à regarder la température extrêmement élevée qui est atteinte et les échelles de temps. Et vous allez voir, donc ici, on est dans le plan habituel de la physique nucléaire, avec le nombre de neutrons en abscisse, le nombre de protons en ordonnée. Vous avez en noir les noyaux stables, la fameuse vallée de la stabilité, et vous allez voir, si vous suivez le temps, que dans un premier temps, vous allez donc avoir ces fameuses captures de neutrons extrêmement rapides qui vont peupler le diagramme dans la partie basse avec un très grand nombre de noyaux extrêmement riches en neutrons, et ensuite, sur des échelles de temps beaucoup plus longues, vous allez les voir revenir vers la vallée de la stabilité par désintégration bêta, et c'est cette radioactivité qui en fait chauffe l'éjecta, et qui fait ensuite qu'il rayonne thermiquement dans le visible et l'infrarouge pour faire le phénomène de kilonova. Donc voilà, je vous laisse admirer cette simulation. Donc ça, typiquement, c'est des gens
qui sont plutôt des physiciens nucléaires qui peuvent produire ce genre de simulation. Et c'est extrêmement difficile à faire parce qu'il y a énormément de sections efficaces et de temps de demi-vie de noyaux très très lourds et très exotiques à connaître, qui ne sont pas forcément mesurables au laboratoire tellement c'est des noyaux exotiques. Donc il faut être capable de prédire théoriquement. C'est une physique nucléaire très difficile et quelque part c'est l'astrophysique qui peut en partie aider à valider les modèles de physique nucléaire. Vous avez vu, là, ça y est, on a rejoint la vallée de la stabilité, la radioactivité est terminée. Vous avez vu qu'il y a quand même eu une grande phase de décroissance radioactive qui va donc chauffer l'éjecta, et c'est ça qui fait la kilonova. Sur des temps plus longs, l'éjecta de kilonova, il va lui-même être freiné par son environnement, et ça, c'est quelque chose qui fait qu'on continue à suivre, et on va continuer à suivre pendant des années la source qui est apparue le 17 août 2017, parce qu'un jour, on pense que cette source va se réveiller. On va voir une émission qui est prédite allant des X à la radio, qui sera l'émission due au freinage de l'éjecta de la kilonova par le milieu extérieur. Donc peut-être que cet événement n'a pas encore dit tout ce qu'il avait à dire. Voilà. Et puis ensuite, bien sûr, toute la matière n'est pas immédiatement éjectée au moment de la fusion des deux étoiles à neutrons. Il se forme donc dans la région centrale un objet compact, sans doute un trou noir entouré d'un disque, et ça, on sait que c'est capable de produire un jet, et donc un sursaut gamma court et une rémanence. Voilà. Et donc, en 2017, on a observé toutes ces contreparties à la suite d'une émission d'ondes gravitationnelles, la première fois d'ailleurs qu'on détectait les ondes gravitationnelles d'une étoile à neutrons. C'est assez rare dans l'histoire de l'astrophysique que dès la première détection, on ait tout ce à quoi on s'attendait. Ça a été vraiment un cadeau inespéré. Alors je voudrais insister sur la complémentarité des messagers. Là, on est vraiment face à une situation rêvée en astrophysique, parce que les ondes gravitationnelles caractérisent parfaitement l'état initial. Et c'est quand même chouette en physique quand on connaît l'état initial, parce qu'on sait de quoi on doit partir pour ensuite faire une simulation. Alors en particulier, le signal d'onde gravitationnelle, donc vous voyez ce qu'on appelle ici le signal de Chirp, le signal donc, qui est lié au fait que les deux étoiles, dans leurs dernières orbites, tournent de plus en plus vite l'une autour de l'autre en se rapprochant, d'où la fréquence qui augmente au cours du temps, jusqu'au moment de la fusion. Et bien, l'étude de ce signal permet de mesurer les masses des étoiles, donc on sait quelles étoiles ont fusionné, permet aussi de mesurer la distance du système. Ça, c'est très rare en astronomie, quand on détecte une source, de connaître immédiatement la distance. Souvent, la distance est un des problèmes les plus compliqués à résoudre en astronomie. Là, la physique des ondes gravitationnelles contient la distance, alors malheureusement d'une manière un peu dégénérée, avec une autre quantité très intéressante aussi, qui est l'angle sous lequel on voit le système. Donc, ce qu'on mesure facilement, c'est une combinaison des deux, mais qui donne quand même une idée assez précise de ces deux quantités. Alors, on peut aussi faire d'autres choses. Par exemple, dans les toutes dernières orbites, avant la fusion, chaque étoile commence à être déformée par effet de marée par l'effet de l'autre étoile. Et on peut voir la signature de cet effet dans le signal gravitationnel. Et cet effet dépend de l'équation d'état de la matière des étoiles à neutrons. Suivant les équations d'état, les étoiles à neutrons résistent plus ou moins à cette déformation par effet de marée. Et donc, c'est un des moyens nouveaux d'étudier cette équation d'état de la matière ultra-dense dont on vous a expliqué qu'elle était extrêmement difficile à modéliser. Et pour l'instant, on dispose de beaucoup d'équations d'état sans savoir quelle est la bonne. Voilà. Alors, malheureusement, on n'a pas pu détecter le signal gravitationnel qui suit la coalescence, qui aurait pu répondre à cette question qui était la fin du cours précédent. Quelle est la nature de l'objet qui s'est formé après la coalescence? Donc, on n'a que des informations indirectes. Alors là, la kilonova, je vous montre cette animation qui vous montre la galaxie NGC 4993. Et puis vous avez vu tout d'un coup le point qui apparaît, qui est indiqué par une flèche. Je ne sais pas si là vous la voyez. Et vous voyez, on voit vraiment en direct le refroidissement d'un éjecta chauffé par la radioactivité. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a de très nombreuses raies dans ce spectre. La difficulté, c'est qu'on a vraiment des spectres qui sont merveilleux en termes de rapport signal à bruit, en particulier avec l'instrument X-Shooter au VLT. Le problème, c'est qu'il va falloir des années avant de construire les modèles détaillés permettant d'analyser ces spectres. En particulier parce qu'il y a énormément d'éléments très lourds dans des états d'ionisation extrêmement élevés pour lesquels on ne dispose pas des données atomiques pour faire l'analyse. Et il va falloir soit prédire théoriquement, soit mesurer expérimentalement les données dont on a besoin. Donc en fait, il y a sans doute une information à extraire qu'on ne sait pas encore extraire, mais qu'on espère extraire dans le futur, dans ces spectres. Ce qui veut dire qu'on n'a pas la signature spectroscopique directe de la présence d'éléments lourds qui serait la preuve ultime de la synthèse par capture rapide des neutrons. En revanche, on a un indice indirect très très fort qui fait que personne n'en doute, qui est que pour modéliser cette évolution très rapide que vous voyez sur cette animation,
alors que vous ne voyez plus cette animation, mais que vous avez vu sur cette animation, voilà, si j'arrive à la relancer, pour modéliser cette évolution très rapide, eh bien, on est obligé de supposer une très très forte opacité de la matière. La matière ordinaire, c'est l'opacité Thomson, c'est 0,4 cm² par gramme dans les milieux astrophysiques. Là, on a besoin de plusieurs centimètres carrés par gramme, voire la dizaine de centimètres carrés par gramme. Et ça, on sait que le groupe des éléments du groupe des lanthanides peut fournir cette opacité. Donc, c'est une signature indirecte très très forte de la synthèse d'éléments lourds. Voilà. Alors, vous savez qu'en combinant la distance obtenue par les ondes gravitationnelles et le décalage vers le rouge de la galaxie qu'on a pu découvrir grâce à la lumière de la kilonova, on peut mesurer le taux d'expansion de l'univers, donc ce qu'on appelle la constante de Hubble. Et donc là, c'est la première fois qu'on fait cette mesure avec les ondes gravitationnelles. Et vous avez ici la comparaison avec les deux autres méthodes traditionnelles, avec le rayonnement fossile et les supernovae. Donc Planck, c'est le rayonnement fossile, Schuss, c'est les supernovae. Vous voyez que pour l'instant, on n'est pas compétitif en termes de précision de mesure, mais que comme il y a une tension entre les deux autres mesures, on espère qu'un jour, cette méthode permettra de lever la tension. Alors, je passe maintenant à la partie un peu plus délicate, qui est le sursaut gamma. Donc, vous avez ici une animation qui vous montre la chronologie des événements, avec en bas le signal d'onde gravitationnelle et en haut le signal sursaut gamma. Alors, ah oui, alors excusez-moi, je n'ai pas le son, donc je vais vous mimer le son. Donc, je vais d'abord faire le son du signal gravitationnel, c'est-à-dire je vais avec ma bouche, émettre des ondes sonores qui ne seront pas exactement à la fréquence du signal gravitationnel, mais pas si loin que ça, parce qu'il se trouve que les fréquences des ondes gravitationnelles qu'on détecte là sont dans le domaine des fréquences audibles par l'oreille humaine. Et je vais donc faire un signal de chirp, c'est-à-dire un signal qui va devenir de plus en plus aigu et de plus en plus intense. Bon, rassurez-vous, je ne suis pas capable de faire des choses, je ne suis pas une soprano coloratour, donc je ne vais pas réussir à... Voilà, mais donc ça va faire, si j'arrive à la lancer, et voilà, les deux étoiles ont coalescé, et paf, 2 secondes plus tard, là je ne peux pas vous faire les fréquences gamma, parce que là ce n'est pas audible, mais le sursaut gamma est apparu. Et ce qui frappe, c'est que je vous ai dit, on connaît la distance grâce aux ondes gravitationnelles, 40 mégaparsecs. Alors que les sursauts gamma qu'on détecte depuis les années 60, ils sont en moyenne à des gigaparsecs. Donc c'est un objet extrêmement proche. C'est le sursaut gamma le plus proche jamais détecté. Et pourtant, il sort à peine du bruit. Même avec Fermi, qui est un détecteur très très sensible. Il est détecté à peine 5 sigma, pour ceux à qui ça parle. Et ça, c'est un vrai mystère. Pourquoi le sursaut gamma est aussi peu lumineux ? Alors au passage, on peut faire de la physique fondamentale très intéressante, parce qu'en disant, si on est physicien et qu'on dit « je ne sais rien à l'astrophysique de ces objets », mais en admettant que tout soit parti en même temps, il n'y a que 2 secondes de décalage à l'arrivée, alors que la distance parcourue est de 130 millions d'années-lumière, ça met une limite très très forte sur la vitesse de propagation des ondes gravitationnelles, parfaitement compatible avec la relativité générale, où ça va à la même vitesse que la vitesse de la lumière, mais ça élimine certaines théories alternatives de la relativité générale, où les ondes gravitationnelles iraient à une vitesse notablement différente. Voilà. En pratique, des gens comme moi savent qu'on peut parfaitement expliquer le délai uniquement par l'astrophysique, puisqu'il y a d'abord le signal d'onde gravitationnelle dans la phase spiralante et au moment du merger, et ensuite il faut un certain temps pour que l'éjection relativiste se déclenche, et ensuite pour que dans le jet relativiste, on atteigne le rayon où l'émission gamma est produite. Et donc le délai de 2 secondes, il s'interprète comme la somme d'un délai qui est dû au temps qu'il faut pour faire l'éjection, et ensuite d'un délai de propagation dans le jet. C'est un jet relativiste, mais qui ne va quand même pas exactement à la vitesse de la lumière, donc il prend un peu de retard par rapport au signal gravitationnel qui, lui, va à la vitesse de la lumière. Alors, la rémanence, qui est la dernière contrepartie, nous aide pour comprendre le mystère du sursaut gamma. Donc, il y a 2 choses frappantes dans cette rémanence. Donc, la première, c'est l'image de gauche. Je ne la recommande pas, elle a été déjà abondamment commentée, mais on a mesuré un mouvement superluminique. Donc on prouve que dans ce cas-là, directement, là ce n'est pas un calcul indirect, qu'il y a un jet relativiste qui a été produit. Et en revanche, par rapport à toutes les rémanences qu'on connaissait jusqu'à présent, qui ne font que décroître, en étant brillantes au départ et très faibles à l'arrivée, pour la première fois, on voit ici une rémanence qui a commencé par être extrêmement faible. D'ailleurs, elle a commencé à sortir qu'une dizaine de jours après le signal gravitationnel, le sursaut gamma et la kilonova. Et ensuite, elle est montée extrêmement lentement. Vous voyez, le pic est à peu près à 150 jours. Et ensuite, elle a repris une décroissance telle qu'on la connaît.
Et donc ça montre qu'on voit un jet de côté et qui est plus compliqué que tout ce qu'on imaginait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, quand les gens modélisaient les jets de sursaut gamma, ils modélisaient une sorte de jet conique ultra-relativiste, ultra-énergétique. Et s'il n'y avait que ça, eh bien, essentiellement, dans la toute première phase, comme on ne le prend pas de face, on ne verrait rien parce que toute sa lumière serait focalisée dans une autre direction. Et c'est uniquement quand il aurait suffisamment freiné qu'on commencerait à le détecter, parce que cette fois, il focaliserait moins. Et donc, on verrait rien du tout, et puis tout d'un coup, une montée beaucoup plus rapide, et puis la même chose après. Le fait qu'on voit une montée très progressive nous indique qu'autour de ce jet central, il y a beaucoup de matière, on parle parfois de cocon, qui est moins énergétique et moins relativiste. Donc il y a une sorte de jet central ultra-relativiste et ensuite une certaine décroissance, mais beaucoup plus régulière que ce qu'on pensait quand on s'éloigne en angle. Et donc au début, quand tout est quand même assez relativiste, on ne voit que la matière qui vient vers nous, qui est très sur le côté, qui contient peu d'énergie, donc on voit quelque chose de très faible. Et puis plus ça freine, plus on commence à explorer les régions centrales qui contiennent beaucoup plus d'énergie. Donc on voit monter le flux. Et le pic correspond au moment où, pour la première fois, on détecte l'intégralité du jet, y compris son jet central. Et ensuite, on le voit décroître comme on voit décroître habituellement les jets de sursaut gamma. Et ça, c'est super intéressant parce que ça permet de comprendre la géométrie de ces jets, et uniquement parce qu'on voit de côté. Et alors après, bien sûr, l'idée, c'est d'utiliser ça pour faire un certain nombre de choses. Alors grâce à la compréhension géométrique qu'on a, on peut remonter à l'angle de vue sous lequel on voit ce jet, et ça permet de fixer l'angle de vue du système et donc d'améliorer la mesure de distance, puisque je vous avais dit qu'il y avait une dégénérescence dans les ondes gravitationnelles entre distance et angle de vue, et donc on améliore la mesure de la constante de Hubble. Et puis ça permet aussi d'avoir des idées, je saute ça parce que je suis en retard, d'avoir des idées pour revenir sur la phénoménologie des autres sursauts gamma. Et revenons à ces fameux plateaux et ces fameux flares. Eh bien, très récemment, dans mon équipe, on a simulé la rémanence de jets où maintenant on prend en compte cette structure latérale, et en supposant que l'observateur n'est pas forcément pile de face, mais de temps en temps peut être un peu sur le côté, et on montre que dès qu'on est très légèrement de côté, eh bien, on a la possibilité d'avoir des plateaux ou d'avoir des flares qui sont simplement les pulses d'un sursaut gamma qu'aurait vu un observateur qui serait pile dans l'axe, mais que nous on voit un peu plus faible et un peu plus décalé parce qu'on est sur le côté. Alors c'est un modèle de plus, mais qui a l'avantage d'être purement géométrique, de n'avoir aucune hypothèse sur la durée de vie du moteur central. Et ça vous montre aussi comment la recherche avance, parce que là, c'est vraiment une nouvelle observation sur un sursaut gamma qui tout d'un coup invite à reconsidérer un aspect de la physique de tous ces phénomènes. Et puis très récemment, la source semble se rallumer. C'est le dernier point qui est là en bas, et alors en haut, pardon, en X. Et donc, est-ce que c'est justement le freinage de l'éjecta de kilonova ? Alors voilà, donc c'est merveilleux, on a tout détecté. Donc pour conclure, peut-être que certains d'entre vous se sont demandé pourquoi il y avait cette superbe peinture de Kandinsky sur ma planche de départ. Alors vous savez que les grands artistes ont souvent des intuitions géniales, c'est aussi pour ça que ce sont des grands artistes. Et donc j'aime voir je suis assez sensible à la peinture de Kandinsky, et j'aime voir dans cette peinture une intuition géniale de Kandinsky qui a anticipé avec plus de 60 ans d'avance, la physique des sursauts gamma. Alors, vous voyez qu'en particulier, il y est question de coalescence de systèmes binaires. Hein. Vous voyez très très bien un système binaire qui n'est pas loin de coalescer ici. Et puis, il y a très clairement un effondrement aussi, un effondrement gravitationnel dans la région centrale. Et puis, ensuite, un peu plus tard, Kandinsky nous explique ce qui passe ensuite. Donc, il y a très clairement un jet relativiste qui est produit. Et puis, voilà, il y a de la dissipation interne dans le jet qui produit le sursaut gamma. Puis, on voit très très bien l'onde de choc qui se propage et qui produit la rémanence. Et puis, surtout, cette toile, elle invite le théoricien que je suis et mes collègues aussi à rester très humbles. Et Kandinsky nous indique qu'il y a beaucoup d'autres ingrédients à découvrir et qu'on est très très loin d'avoir épuisé les mystères de la physique des sursauts gamma. Je vous remercie pour votre attention.